Bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureux de me retrouver face à vous aujourd'hui pour vous parler du laser et de ses applications dans la vie quotidienne. Mais avant de parler des applications dans la vie quotidienne, je vais vous parler de quelque chose, j'imagine, que vous avez tous en tête, qui est le sabre laser. Alors, je vais aller assez vite. Le sabre laser, en fait, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France. C'est la traduction, en fait, de lightsaber, qui est le nom d'origine dans la saga Star Wars. Donc, lightsaber, ça signifie sabre de lumière. Et nulle part, en fait, il est indiqué dans la saga qu'il s'agit d'un laser. Au contraire, on parle de lame de plasma. Alors vous imaginez bien que si c'était un laser, il n'y aurait aucune raison pour que la lame s'arrête en fait à ce niveau-là, ça continuerait à l'infini. Vous savez tous qu'un laser, ça s'arrête pas à un endroit précis, ça continue à l'infini. Et donc vous imaginez de sabres laser de taille infinie, des lames de sabres laser de taille infinie qui viendraient donc découper les parois ou le plafond d'une salle quand il s'agit d'un duel comme ça en intérieur. Et donc ça ne pourrait pas vraiment fonctionner. Voilà, donc je ferme cette parenthèse sur le sabre laser. Des armes, quand même, on en développe. Alors le laser, il a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, il est né en 1960. Pendant très longtemps, on a été incapable de faire des lasers suffisamment puissants pour réaliser des armes, mais depuis une bonne dizaine d'années, on trouve des armes qui utilisent le laser. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, ça n'a rien des armes de poing comme le sabre laser de Star Wars. C'est au contraire des très gros engins qui sont montés soit comme ici sur un navire, soit ici sur un avion spécifique. Ce sont des armes très puissantes qui sont capables, par exemple, de faire un trou de cette taille dans un blindage d'acier de 2,5 cm d'épaisseur en simplement 2 secondes. Donc, ce sont des armes assez puissantes. Un autre exemple d'arme qui est développé dans le cadre du programme antimissile américain, c'est le YAL-1, le Boeing YAL-1, qui est donc destiné effectivement à partir d'avions à détruire des missiles en vol. Alors, je ne vais plus vous parler d'armes maintenant. Pour revenir un peu à Star Wars, je vais vous parler un petit peu quand même du laser dans l'espace. Le laser est utilisé dans l'espace, même de nos jours déjà, mais plutôt à des fins civiles et très pacifiques. L'une des applications les plus spectaculaires peut-être aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la création d'une étoile artificielle à partir d'un télescope. Alors, je vous rassure, ça n'a absolument rien à voir avec l'étoile de Star Wars, l'étoile noire de Star Wars. C'est juste un petit point lumineux dans le ciel qui permet au télescope de se calibrer. Alors, il y a d'autres applications qui sont prévues, il y en a qui sont en plein développement. Par exemple, utiliser le laser pour communiquer entre satellites, comme on le voit ici, entre deux satellites qui sont en orbite. On utilise le même système évidemment entre les satellites et la Terre. Ça permet d'augmenter les débits de communication, d'avoir des communications avec des débits beaucoup plus élevés, semblables à ceux qu'on a à la surface de la Terre. Et par exemple de passer en direct des flux comme des vidéos, ce genre de choses. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec les communications traditionnelles par ondes hertziennes sur des satellites. Et puis beaucoup plus futuriste, c'est cette application qu'on voit ici. Vous savez qu'il existe des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire qui croisent l'orbite de la Terre. Et donc ils sont susceptibles un jour de venir frapper la Terre. Donc aujourd'hui on s'inquiète de plus en plus de l'existence de ces géocroiseurs et on réfléchit à la façon dont on pourrait soit les dévier, soit les détruire. Et l'une des façons qui est envisagée, c'est justement d'envoyer des lasers extrêmement puissants dans l'espace, comme ici, pour détruire vraiment l'astéroïde avec un laser. Alors, au quotidien, le laser est vraiment omniprésent. Il y a des tas d'applications et je vais prendre l'exemple de cette conférence en direct. Elle ne pourrait pas avoir lieu en fait si on n'avait pas de laser. Pourquoi ? D'abord, Internet serait au moins 10 000 fois moins rapide. C'est-à-dire qu'on ne pourrait tout simplement pas passer des flux vidéo en direct comme on est en train de le faire maintenant. L'ordinateur sur lequel vous êtes peut-être en train de me regarder, il serait 100 fois plus gros. Alors j'imagine imaginez la place qu'il prendrait chez vous. En fait, il ne serait pas 100 fois plus gros, il serait 100 fois moins puissant, 100 fois moins rapide. Et donc c'est pareil, vous auriez du mal, par exemple, à visionner ne serait-ce qu'une vidéo en direct sur votre ordinateur. Même l'écran, vous êtes peut-être en train de me regarder sur un écran LCD, eh bien cet écran LCD, rien qu'en coût de fabrication, il coûterait typiquement 2 fois à 3 fois plus cher. Donc ça veut dire que les écrans LCD ne se seraient pas développés comme ils se sont développés ces dernières années. Le coût est souvent assez limitant de ce côté-là. Voilà, on pourrait continuer à l'infini. Les CD, les DVD, les Blu-ray n'existeraient tout simplement pas du tout, puisqu'ils requièrent vraiment une technologie laser.
Et puis, bon, j'ai mis quelques autres exemples ici. Encore une fois, on pourrait en rajouter à l'infini. C'est vrai qu'on en connaîtrait beaucoup moins sur notre environnement. Par exemple, le laser nous sert à aller voir la composition de l'atmosphère en haute altitude. Et ça, en dehors ça permet d'aller beaucoup plus vite et de couvrir beaucoup mieux l'atmosphère qu'avec des ballons sondes. Il y a certaines pièces, par exemple, ce que j'ai mis ici, certaines pièces d'avions comme le Boeing A380, par exemple, qui mettraient 100 fois plus de temps à être assemblées qu'aujourd'hui. Il y a des tas de découvertes sur notre histoire et sur l'histoire de l'art en particulier qu'on n'aurait pas faites. Enfin, encore une fois, on pourrait continuer à l'infini. Alors pourtant, le laser, il n'a que ou il a déjà, tout dépend un peu comment on prend les choses, un peu plus de 50 ans. En fait, le premier laser a été réalisé en 1960 par Theodore Maiman. C'était à Malibu, aux États-Unis, en Californie, pas très loin d'ailleurs de la plage de Malibu, qui est très connue par ailleurs. Et cette découverte, cette réalisation, évidemment, elle s'appuie sur de longues années de recherche, comme tout chercheur. Maiman ne travaillait pas dans son coin de façon isolée, il s'est appuyé sur une longue histoire qui en fait a commencé en 1917 avec Einstein, qui prédit l'émission stimulée. Alors, l'émission stimulée, c'est quoi? C'est une interaction entre la matière et la lumière, et là, si vous voulez bien, on va faire un petit peu de physique, je vais vous expliquer dans le détail ce que c'est que l'émission stimulée. Ça vous permettra de comprendre ce qui différencie la lumière qui est émise par un laser de la lumière qui est émise par une lampe traditionnelle ou par le soleil. Et quand vous aurez compris ça, vous aurez compris vraiment ce qui fait les spécificités et le côté un peu magique de la lumière d'un laser. Alors, pour vous parler d'interaction entre la matière et la lumière, je vais d'abord rappeler un petit peu ce que c'est que la matière et ce que c'est que la lumière. Alors, la matière, vous savez que c'est constitué d'atomes. Un atome, on peut le voir de façon un peu simplifiée comme un noyau autour duquel tournent des électrons. Ce noyau, il est constitué de protons et de neutrons. Les électrons, en fait, suivent des orbites très particulières. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est que si on fournit de l'énergie à un atome, il est capable de l'emmagasiner. Par exemple, il emmagasinera en faisant simplement sauter un de ces électrons sur une orbite supérieure. Donc on est capable de stocker de l'énergie dans un atome, et dans ce cas, on dit que l'atome est excité. Là, l'atome que je vous présente, il est dans son niveau fondamental, donc il est dans son niveau d'énergie le plus bas. Si je lui fournis de l'énergie, il l'emmagasine et il devient excité. L'énergie, je peux la lui fournir sous n'importe quelle forme, électrique, optique, sous forme de lumière, chimique, etc. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur la matière, je vais passer maintenant à la lumière. Alors la lumière, c'est un objet un peu plus compliqué, c'est un objet quantique. C'est à la fois une onde et un corpuscule. Alors ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de se l'imaginer, parce que c'est les deux à la fois réellement. C'est une onde. Alors les ondes, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. Ce sont par exemple les vagues qu'on voit, les vaguelettes qu'on peut voir à la surface d'un plan d'eau. Alors la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais comme toutes les ondes, c'est caractérisé en particulier par la distance qu'il peut y avoir entre deux vagues successives. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et donc la lumière est effectivement, l'onde associée à la lumière, est caractérisée donc par sa longueur d'onde, que j'ai notée ici, lambda, et qui est, pour la lumière, quelque chose de spécifique qu'on connaît très très bien, c'est tout simplement sa couleur, en tout cas pour la lumière visible. Donc vous voyez, là j'ai mis une échelle. Le rouge ici correspond à une longueur d'onde de 700 nanomètres, c'est-à-dire de 0,7 millième de millimètre. Et puis à 400 nanomètres, on trouve le violet, et puis on trouve toutes les couleurs intermédiaires. Et bien sûr, les ondes électromagnétiques s'étendent bien au-delà du spectre visible. On a l'infrarouge d'un côté et les ultraviolets de l'autre. Et puis ça va encore plus loin avec les ondes radio, les rayons X et les rayons gamma. Donc je vous ai dit, la lumière, c'est une onde, c'est aussi un corpuscule. Ce corpuscule, on l'appelle le photon. Alors, ce corpuscule, il est un peu bizarre. En particulier, il n'a pas de masse, il a une masse nulle. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il a une énergie. Et cette énergie, elle est liée à la longueur d'onde de l'onde associée à ce photon, de l'onde associée à la lumière. Mais c'est normal, puisque, encore une fois, onde et corpuscule ne sont que deux facettes de la même chose, la lumière dont je parle. Alors, ce qui va nous intéresser dans l'interaction entre l'onde et la lumière, eh bien, si je prends ici un photon que j'ai représenté donc, par une petite onde et puis une petite particule
Et puis si un atome que j'ai mis en bleu, qui est représenté en bleu, c'est-à-dire qu'il n'est pas excité, il est dans son niveau fondamental, eh bien si cette lumière rencontre l'atome, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'atome va en fait absorber le photon, il va emmagasiner l'énergie correspondant au photon, donc ça va devenir un atome excité, le photon disparaît et donc l'atome se transforme, passe de son niveau fondamental à un niveau d'énergie excité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'absorption, c'est la première des interactions entre la lumière et la matière. Alors, cet atome ici, qui est excité, en fait, il n'est pas stable. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, spontanément, il va se désexciter dans son état fondamental, bien sûr en réémettant un photon un peu équivalent à celui qu'on vient de voir, sauf qu'il va le réémettre dans une direction un petit peu aléatoire. Bon, là, je l'ai mis vers le haut, mais si on fait plusieurs cycles, ça va partir un peu dans tous les sens, et on récupère à la fin un atome donc, qui est désexcité. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. En fait, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Enfin, les phénomènes liés à l'émission spontanée, c'est des choses qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est par exemple la fluorescence et la phosphorescence. Donc par exemple, on s'éclaire avec des tubes fluorescents ou avec des LED. Et derrière ça, il y a effectivement de l'émission spontanée. Et puis, si vous avez suivi le MOOC QuidQuam, eh bien, vous avez déjà rencontré des notions comme la bioluminescence ou la chimie-luminescence. Et ça aussi, derrière, c'est une manifestation en fait, de l'émission spontanée. Alors, qu'est-ce qu'a découvert Einstein? Il a découvert en fait qu'il existait une troisième interaction entre la matière et la lumière. Alors, on part d'un atome qui est déjà excité, hein, qui a déjà un surplus d'énergie lié à l'absorption d'un photon. Et puis, on lui envoie on prend la lumière, on lui envoie un photon supplémentaire. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'il se crée un deuxième photon. Donc, l'atome se désexcite en émettant un deuxième photon qui est totalement... qui a cette caractéristique particulière d'être totalement identique au premier photon, c'est-à-dire qu'il a vraiment les mêmes propriétés exactement que l'autre photon, il a la même longueur d'onde, il a la même direction, bon, même phase, même polarisation, toutes les propriétés de la lumière sont identiques dans les deux cas. Ça veut dire qu'en fait on a une machine en quelque sorte, l'atome devient une machine à cloner littéralement les photons, c'est-à-dire à créer des photons tous identiques. Alors vous imaginez bien maintenant que si on met plein d'atomes excités dans une enceinte et qu'on envoie un photon initialement, eh bien, ces atomes vont successivement créer des photons supplémentaires. Et si on met des milliards de milliards d'atomes, en l'occurrence dans une enceinte, hein, ce qui est typiquement le nombre d'atomes qu'on va retrouver dans une enceinte, eh bien, on va se retrouver à la fin avec un faisceau extrêmement puissant qui va avoir cette caractéristique très particulière. Donc tous les photons dans ce faisceau, tous les grains de lumière, tous les grains d'énergie dans ce faisceau sont identiques les uns aux autres. Et ça, ce n'est pas du tout le cas de la lumière qui est émise par nos sources de lumière traditionnelles ou par le Soleil. Dans ces sources de lumière, les photons sont tous différents, enfin, ils ne sont pas tous différents, mais ils ont des propriétés différentes. Les photons sont émis d'abord dans des directions un peu aléatoires, dans tous les sens. Donc on retrouve effectivement les sources de lumière en général génèrent de la lumière dans toutes les directions. Et puis surtout, ils n'ont pas par exemple la même longueur d'onde. C'est pourquoi toutes ces sources sont très souvent des sources blanches ou qui s'approchent pas mal de la couleur blanche, tout simplement parce qu'on a l'ensemble des couleurs qui sont là. Et donc quand on rassemble l'ensemble des couleurs, on obtient une couleur, une source qui est blanche. Alors, ça c'était donc cette prédiction, cette trouvaille d'Einstein, c'était en 1917. Aujourd'hui, on est 23 prix Nobel plus tard, 23 prix Nobel qui ont travaillé dans le domaine des lasers plus tard. Et effectivement, le laser est devenu vraiment omniprésent sans qu'on s'en rende vraiment compte dans notre vie quotidienne. Sachez qu'aujourd'hui, près d'1 milliard de lasers sont fabriqués et vendus chaque année. Et on continue à chercher dans ce domaine-là. La recherche est toujours active. On cherche toujours des nouveaux lasers avec des nouvelles longueurs d'onde, des puissances encore plus élevées que celles qu'on peut atteindre maintenant, etc., etc. Donc des dispositifs plus compacts. Donc, ce que je vais aborder maintenant, c'est le fait que cette spécificité en fait, de la lumière émise par les lasers, le fait que tous ces photons sont identiques dans un faisceau laser, eh bien, engendre des propriétés qu'on ne retrouve pas dans les sources de lumière traditionnelles. Et la première, vous la connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle la directivité, c'est-à-dire le fait qu'un faisceau laser ne diverge pas, hein, c'est une grande ligne droite, ça ne part pas dans toutes les directions, comme une ampoule qui émet effectivement de la lumière dans toutes les directions. Alors ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, c'est que cette directivité, on la maîtrise complètement.
On est capable, en changeant les propriétés du faisceau laser, d'avoir un faisceau plus ou moins directif. En fait, ce qui est important pour choisir cette directivité, pour choisir le fait que le faisceau laser diverge plus ou moins, c'est la taille du faisceau laser à l'endroit où il est le plus petit, c'est-à-dire en général à la sortie du laser lui-même. Cette taille détermine complètement la façon dont le laser va ensuite diverger. Là, j'ai choisi un peu au hasard une certaine taille. Si je prends un faisceau laser qui est plus petit, dont la taille minimale est plus petite, je vais avoir un faisceau qui va être plus divergent. Et au contraire, si je prends un faisceau laser qui est plus grand, je vais avoir un faisceau beaucoup moins divergent. Ça veut dire quoi? Alors on va prendre quelques chiffres. Par exemple, je prends un faisceau qui en sortie de laser fait 0,1 mm. Eh bien au bout de 10 km, il fera déjà 16 mètres de diamètre. Donc vous voyez qu'on a déjà augmenté beaucoup la taille du faisceau laser en simplement 10 km. Et par contre, si je prends un faisceau laser qui fait 1 cm à la sortie du laser, à l'endroit où il est plus petit, eh bien au bout de 10 km, il ne fera que 16 cm, il aura simplement grossi d'un facteur un peu plus d'un facteur 10, un facteur 16 en l'occurrence. Donc, simplement en grossissant, alors par exemple, si on veut envoyer un faisceau laser sur la Lune, ce qu'on fait, eh bien on va prendre un faisceau très grand qui va faire 1 mètre de diamètre, et le faisceau donc, va moins diverger, et donc il va pouvoir atteindre la Lune avec une taille raisonnable, on va dire. Ce que j'ai mis en dessous, c'est l'illustration que j'ai mise en dessous, c'est la source de lumière, ici, ce qu'on appelle un projecteur de poursuite. C'est les sources de lumière traditionnelles les plus directives qu'on sait faire. En fait, c'est les projecteurs qu'on trouve dans les théâtres, par exemple, vous savez, qui font ces ronds de lumière au sol, ce qu'on appelle des projecteurs de poursuite, donc qui sont les plus directifs des projecteurs. Et vous voyez qu'un tel projecteur, au bout de 10 km, il aurait quand même déjà une taille de 1 km. Donc c'est infiniment plus, c'est beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire un laser, même un laser qui n'est pas très directif, comme celui que j'ai mis ici en premier, qui fait 0,1 mm en sortie de laser. Donc les faisceaux laser sont effectivement extrêmement directifs, et ça, bien entendu, ça permet d'envisager plein d'applications qu'on ne pourrait pas faire, qu'on ne peut pas faire avec des sources de lumière traditionnelles. Alors l'application la plus simple, c'est ce qu'on appelle la barrière de protection. Vous avez ici un laser, vous avez ici un détecteur qui va transformer en fait la lumière en électricité. Voilà, vous faites aller donc le faisceau laser depuis le laser jusqu'à ce détecteur, et quand le faisceau laser arrive sur le détecteur, il y a un signal électrique qui sort du détecteur, et puis si quelqu'un passe, coupe ce faisceau laser, le signal électrique se rompt, et évidemment, dans ce cas-là, le détecteur peut par exemple déclencher une alarme. Alors le faisceau laser, en fait, dans ce cas-là, il ne sert pas à grand-chose, on est parfaitement capable de faire ça avec une LED ou une source de lumière traditionnelle. Par contre, comme le laser est très directif, on peut faire des barrières un petit peu plus complexes, et je pense que vous avez tous vu ça dans des films qui ont trait à des hold-up ou ce genre de choses, où on fait comme ça des parcours extrêmement complexes, et ça, seul le laser permet de le faire. Ce que je voulais dire aussi à propos de cette illustration, c'est qu'en fait, là, j'ai mis, donc tout ça, ce sont des miroirs. En fait, on n'est pas obligé d'avoir un miroir. Si vous prenez par exemple un mur, alors il faut que le mur soit blanc, ou en tout cas relativement clair, eh bien, quand le faisceau laser va venir sur ce mur, va venir impacter ce mur, on va avoir de la diffusion, c'est-à-dire on va avoir de la lumière qui va repartir dans toutes les directions. Et donc, il suffit que vous preniez ici, à côté du laser, un détecteur un tout petit peu plus sensible que celui qu'on avait tout à l'heure, et que vous détectiez la lumière en retour, qui est rétrodiffusée. Et donc vous avez de la même façon quelque chose qui est capable donc de détecter si le faisceau est coupé ou pas. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut effectivement que ce mur il soit relativement clair, relativement blanc. Si on prend un mur noir, évidemment ça ne va pas marcher, puisqu'un mur noir par définition absorbe toute la lumière, il n'émet pas de lumière, c'est pour ça qu'il est noir, et donc ça ne marchera pas, le détecteur ne recevra rien. Voilà, donc ce que je viens de vous expliquer, c'est le principe du code barre, en fait, tout simplement. Comment est-ce qu'un lecteur de code barre fonctionne? Eh bien, on a un faisceau laser, on vient balayer, en fait, le code barre tout du long balayer le faisceau laser tout du long du code barre. Quand le faisceau laser passe sur une zone noire, le détecteur qui est situé à côté du faisceau laser, exactement comme la configuration qu'on a ici, le détecteur ne reçoit rien quand on passe sur une zone noire. Le détecteur reçoit un signal quand le laser passe sur une zone blanche. Et donc on peut transformer tout simplement ce dessin, ce code barre graphique en un signal électrique. Et donc ensuite, il suffit d'un ordinateur derrière pour le transformer en information qui est utile.
On peut sophistiquer un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on peut pas seulement regarder la lumière qui revient, mais combien de temps elle met pour revenir. Alors, je reviens toujours sur le même dispositif. Simplement, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué. On va commencer avec un laser éteint, et puis on va l'allumer. Alors, on va l'allumer, ça veut dire qu'au moment, là j'ai mis donc en fonction du temps, on a le signal qui au début est nul. Ici, c'est l'allumage, donc d'un seul coup, le signal augmente, et puis bon, le laser reste allumé après, donc on a ce signal qui est plat ensuite. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Donc la lumière, enfin, ce qu'on voit ici correspond au fait que la lumière donc, se propage depuis le laser qui est ici jusqu'au mur blanc, par exemple, qui est là, enfin jusqu'au mur qui est là. Évidemment, au moment où le laser touche ce mur, eh bien, il est rétrodiffusé, exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc on a voilà, ça ne marchait plus. Donc on a de la lumière qui revient ici. Et qu'est-ce qui va se passer sur le détecteur? On va voir de la même façon que sur le laser, on va avoir le signal qui au début est nul, puisque le détecteur ne reçoit rien, il n'y a pas de lumière qui est émise. Et au bout d'un certain temps, qui est un peu plus long, qui est décalé par rapport au démarrage du laser, eh bien, on va voir, effectivement, on va commencer à avoir un signal qui arrive. Donc on peut calculer ce temps de décalage, la différence entre le moment où on allume le laser et le moment où le détecteur commence à recevoir de la lumière. Et donc on a le temps qu'a mis la lumière pour faire cet aller-retour entre le laser, le mur et le détecteur. Alors si on a le temps mis, comme on connaît la vitesse de la lumière, hein, c'est environ 300 000 km par seconde, si on a le temps mis, on a la vitesse, si on multiplie les deux, on a la distance, et donc on a fabriqué ce qu'on appelle un télémètre laser. Alors le télémètre laser, c'est quelque chose qui est devenu très très courant, qui est utilisé par plein de professions, de façon... au niveau professionnel, aujourd'hui, on n'utilise plus d'autres types de télémètres. Par exemple, les tachéomètres, ces instruments que vous trouvez, que vous voyez parfois manipuler le long des routes par les personnes qui sont en train de construire les routes ou de faire des mesures. Donc, des tachéomètres, ça permet de mesurer à la fois les angles et les distances. Et bien ça, c'est équipé de télémètres laser. Si vous allez dans une grande surface de bricolage, vous trouverez des télémètres laser, vous pouvez en acheter, ça coûte quelques centaines d'euros. Vous en trouvez d'autres aussi le long des routes, ce sont donc ces choses-là. Alors les jumelles laser, en fait, ça ne mesure pas une vitesse, ça mesure plusieurs distances successives du véhicule grâce à un télémètre laser. Et puis quand on connaît plusieurs distances successives séparées par un temps qu'on connaît bien, eh bien, on peut en déduire évidemment assez facilement la vitesse du véhicule, et c'est bien comme ça que ça fonctionne. Alors on peut perfectionner un peu le système en utilisant des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes interférométriques, qui permettent de faire des mesures encore plus précises et surtout sur des échelles beaucoup plus petites. Et j'ai mis quelques exemples dans l'agroalimentaire. Par exemple, les films qu'on utilise pour fermer les barquettes de produits frais, eh bien, l'épaisseur de ces films est contrôlée avec un laser. Les barres chocolatées, par exemple, dans cette barre chocolatée, l'épaisseur de caramel est mesurée avec un laser. Parce qu'il ne faut pas en mettre trop quand même, hein, ça coûte cher le caramel. Les bouteilles d'eau, le diamètre des bouteilles d'eau est aussi contrôlé, calibré à l'aide d'un laser, tout simplement parce que le diamètre évidemment influe énormément sur la capacité de la bouteille, et donc il faut être assez précis là-dessus. Et puis pour des contrôles sanitaires, on va par exemple utiliser le laser pour vérifier comment le dessus du yaourt en fait est bombé. Hein. S'il est bombé, ça veut dire qu'il se passe des choses pas très normales à l'intérieur du yaourt. Et donc ça permet simplement de repérer comme ça, donc par exemple les yaourts qui sont plus bons à la consommation. Alors après, à l'autre bout de l'échelle des distances, vous trouvez des télémètres qui permettent de mesurer des très grandes distances. Donc le télémètre le plus grand, si je puis dire, qu'on a, il est situé en France, à Nice, à l'Observatoire de Nice. C'est la station de télémétrie Terre-Lune qui permet de mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Alors ça aussi, ça a un impact sur le quotidien, puisque vous savez que la position de la Lune régit entre autres les marées. Donc connaître avec précision l'orbite de la Lune est important. Et en fait, cette orbite est extrêmement complexe pour diverses raisons. Ces mesures, elles peuvent être faites avec une précision extrême, hein, de 5 mm, sur une distance qui fait environ 400 000 km, je vous rappelle, en moyenne entre la Terre et la Lune. Alors comment on procède? On envoie un faisceau à partir d'un télescope. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le faisceau initialement il fait 1 mètre de diamètre, ce qui est déjà pas mal gros, et pourtant quand il arrive sur la Lune il fait quand même encore 7 km. Enfin quand on y pense bien, après 400 000 km
7 km, c'est pas grand-chose. En plus, une grosse partie de cette largeur est simplement due à la traversée de l'atmosphère terrestre qui a tendance à détruire un petit peu la qualité du faisceau et donc à l'agrandir. Et donc au retour, ce faisceau, il fait 20 km. Autour de Grasse, ce télescope il est à Grasse, à côté de Nice. Il fait 20 km, donc autant vous dire qu'il ne reste pas beaucoup de signal. Alors là, pour le coup, on ne peut pas se contenter de la rétro-réflexion de la Lune. On ne peut pas se contenter des photons qui sont réfléchis simplement par diffusion à la surface de la Lune. Et donc on a été poser des miroirs sur la Lune. C'est ce qu'on voit ici, la première station Apollo. Ici, en fait, c'est Buzz Aldrin et qui vient de déposer sur la Lune ce petit objet-là qui, en fait, qui est à l'arrière-plan et qui est constitué donc d'un grand nombre de miroirs qui réfléchissent la lumière. Et c'est comme ça qu'on peut donc contrôler et mesurer avec précision la distance Terre-Lune en permanence si on le désire. Alors, je vous ai parlé donc de cette première propriété qui est la directivité. On va aborder une autre propriété qui est aussi spécifique au laser, qui est la possibilité de focaliser la lumière sur une toute petite surface. Le phénomène de focalisation, je pense que vous le connaissez. Vous êtes peut-être déjà amusé à prendre un verre bombé, à faire passer la lumière du soleil dedans pour, par exemple, mettre le feu à une feuille de papier ou ce genre de choses. Ce qu'on ne sait pas, par contre, en général, c'est que le point de focalisation ne peut pas être infiniment petit. En particulier, quand on a de la lumière blanche, de la lumière qui n'est pas issue d'un laser, ce qu'on appelle la lumière issue d'un laser, on appelle ça la lumière cohérente. Donc quand on a de la lumière qui est non cohérente, eh bien la tâche de diffraction, ce qu'on appelle la tâche de diffraction, elle est relativement grosse et les tâches de diffraction les plus petites, les tâches de focalisation les plus petites qu'on peut faire, c'est avec un laser puisqu'on peut atteindre en fait une taille de l'ordre de la longueur d'onde. Et en fait, cette taille dépend justement de la longueur d'onde. Ça veut dire qu'effectivement, si vous prenez un laser qui émet dans le rouge, par exemple à 780 nanomètres, qui est à peu près la limite à laquelle l'œil perçoit la lumière, eh bien on va avoir une tâche d'une certaine taille, que j'ai représentée ici dans une taille un petit peu arbitraire. Et si au contraire vous prenez un laser situé dans le violet, c'est-à-dire à l'autre bout du spectre, donc à 400 nanomètres de longueur d'onde, c'est-à-dire une longueur d'onde 2 fois plus petite, eh bien la tâche que vous obtenez, elle est 2 fois plus petite en fait. Et ça, c'est exactement ce principe qui est utilisé dans les lecteurs de disques optiques, donc en particulier les CD, les DVD et les Blu-ray. Alors, comment ça marche ces lecteurs de disques optiques? D'abord, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut stocker sur un support, donc ce disque de 8 cm, de l'information numérique, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc ce qu'il faut, c'est commencer par transformer l'information qu'on veut stocker en 0 et en 1. Alors là, je vous ai mis en fait sur cette diapositive 2 fois la même information. Ce que vous voyez ici, c'est cette phrase qui a été transformée simplement, qui a été numérisée, donc qui a été transformée en information binaire en 0 et en 1. Pour un ordinateur, ces deux phrases sont totalement identiques. Donc, on ne veut stocker que des 0 et des 1. Et donc, finalement, on est un petit peu dans la situation du code barre, où finalement, tout ce qu'on veut faire, c'est reconnaître dans le code barre ce qui est noir et ce qui est blanc, ce qui est noir et ce qui n'est pas noir. Là, on veut reconnaître effectivement ce qui est 0 et 1. Et donc, finalement, le principe du CD, du DVD ou du Blu-ray, c'est toujours le même principe, eh bien, il est identique au code barre. On va s'arranger pour qu'à la surface du disque, on ait des zones qui soient noires, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas la lumière, et puis des zones qui soient des miroirs, en fait, donc qui réfléchissent la lumière. Alors, elles réfléchissent plus ou moins la lumière, les zones noires réfléchissent aussi plus ou moins la lumière. L'important, c'est qu'il y a des zones qui réfléchissent beaucoup moins la lumière que d'autres. Ensuite, le dispositif, vous le voyez, il est ici, c'est tout simplement, donc on a le laser ici, qui émet de la lumière à la surface du CD. La lumière est plus ou moins réfléchie. Ici, on a un petit dispositif qui permet de récupérer la lumière qui réfléchit. Puis là, on a le détecteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui transforme en fait la lumière en électricité. Et puis là, j'ai mis l'autre situation où on tombe sur une zone noire, et du coup, j'ai mis ici le faisceau un tout petit peu plus fin pour signifier qu'il y a moins d'énergie. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, finalement, ça consiste en gros à lire des codes barres beaucoup plus complexes que des codes barres quand même à la surface d'un CD. Qu'est-ce qui va déterminer la quantité d'informations qu'on peut effectivement mettre sur le CD? C'est la taille de ces codes barres, si je puis dire, la taille de ces tâches. Et en fait, l'utilisation de différents lasers permet effectivement de modifier la taille de ces tâches. Alors on le voit très bien ici. On a ici un CD traditionnel avec une taille de tâches, d'informations qui est liée à la taille du faisceau, qui était à 780 nanomètres, donc quasiment dans l'infrarouge.
Et évidemment, si on passe par exemple sur le Blu-ray où la longueur d'onde est 2 fois plus petite, eh bien on peut faire en sorte que les tâches, la taille de l'information qu'on va lire est beaucoup plus petite. Et du coup, tout simplement parce que le faisceau, on est capable de le focaliser beaucoup mieux. Et du coup, on est capable de mettre beaucoup plus d'informations sur le même disque. On met 30 fois plus d'informations sur un Blu-ray que sur un CD. Voilà donc pour le principe du CD, du DVD, du Blu-ray. Il y a une autre application extrêmement importante dans laquelle la capacité de focaliser un faisceau joue un rôle prépondérant, c'est pour le transfert de l'information par fibre optique. Alors pourquoi est-ce qu'on transfère de l'information par fibre optique? D'abord, quel type d'information on veut transférer? C'est toujours la même chose. On veut transférer de l'information numérique, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc toujours quelque chose qui existe ou quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on utilise la lumière pour faire ça? Parce qu'on est capable, grâce à la lumière, d'atteindre des débits extrêmement élevés, tout simplement parce qu'on est capable d'éteindre et d'allumer un laser très très vite. Ce qu'on n'est pas capable de faire avec de l'électricité, par exemple, dans un acide de cuivre, où on a des parasites qui apparaissent, et du coup, on ne peut pas commuter aussi rapidement. Par contre, si on utilise la lumière et un laser dans l'espace libre, vous imaginez que pour transférer de l'information depuis, je ne sais pas, Lille et Paris, par exemple, vous allez devoir mettre des miroirs un petit peu partout, ça va être un petit peu compliqué avec le relief, avec la météo, le brouillard, la pluie, etc. Donc on utilise des fibres optiques. Les fibres optiques ont cette propriété que si on injecte de la lumière dedans, eh bien, elles la conduisent. Alors, ce qu'on voit ici, ce ne sont pas des fibres optiques, ce sont des jets d'eau, ce qu'on appelle une fontaine laser. Alors, vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, ici, il y a une paroi qui est noire réfléchissante. Donc, ça c'est juste un reflet de ce jet d'eau vert qu'on voit ici. Et puis, si on regarde bien précisément ce qui se passe ici, on voit le faisceau laser arriver, on le voit se réfléchir 1 ou 2 fois sur la fibre optique, et puis ensuite, il suit effectivement la fibre, le jet d'eau, jusqu'à ce que, évidemment, le jet d'eau tombe dans le récipient. Donc voilà, c'est comme ça qu'on guide la lumière dans une fibre optique. Alors à quoi ça ressemble concrètement une fibre optique? Voilà un schéma, grosso modo, qui nous explique en quoi ça consiste. On a des gaines, des protections. L'important, c'est le cœur de la fibre qui est ici. Qui est donc ce tube de verre qui peut être extrêmement long, il y a des fibres qui font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de long, et dans lequel on va injecter la lumière. Alors l'exemple que je vous ai mis ici, j'ai mis que le cœur faisait quelques dizaines de microns, mais pour une fibre qu'on va utiliser dans le domaine des télécommunications, il faut que ce cœur de fibre ne fasse que quelques microns, c'est-à-dire quelques longueurs d'onde. Et donc, vous l'avez compris, le seul dispositif qui nous permet, la seule source de lumière qui nous permet de focaliser à ce point de la lumière, c'est le laser. Donc, toutes les communications par fibre optique requiert d'utiliser un laser comme source de lumière. Et donc, c'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, sans laser, on n'aurait tout simplement pas Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'on serait encore obligé d'utiliser des fils de cuivre. Et les fils de cuivre, c'est la DSL, donc c'est les débits que vous pouvez avoir chez vous. Simplement, imaginez qu'un câble transatlantique qui a le même débit que ce que vous recevez en ADSL chez vous, on ne pourrait pas passer beaucoup d'informations en même temps. Dans les câbles transatlantiques, aujourd'hui, passent évidemment en même temps des dizaines, des centaines, voire des millions de communications, de données en même temps, en fait. Donc il faut des débits énormes. Là, je vous ai mis un petit peu, je vous ai mis une carte en fait qui nous montre toutes les fibres qui ont été mises au fond des océans et simplement au fond des océans. Il y en a des dizaines et même probablement des centaines aujourd'hui qui couvrent littéralement le fond des océans. Alors bien sûr, malheureusement, entre les pays les plus développés en matière de gestion de communication, c'est-à-dire en gros les États-Unis, l'Europe, et puis ici le Japon et les États-Unis. Ça, ce ne sont que les câbles sous-marins. Évidemment, sur Terre, c'est beaucoup plus facile de déposer des câbles. Donc là, je vous ai mis, j'ai choisi vraiment au hasard un réseau de fibre optique en France. Il y en a plusieurs, donc la France est bien couverte par des réseaux de fibre optique, mais la fibre optique maintenant se niche un peu partout, dans les avions, même dans les voitures. On trouve des voitures avec des kilomètres de fibre optique qui font simplement le transfert de l'information depuis les capteurs qui sont, je ne sais pas, dans le réservoir d'essence, dans le moteur, dans les pneus, jusqu'à l'ordinateur de bord. On utilise pour ça également des fibres optiques. Alors, je vais aborder maintenant la troisième propriété vraiment très spécifique des lasers, qui est la monochromaticité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
c'est le fait que le laser émet une lumière qui est extrêmement pure. Si vous prenez une lampe blanche, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin une lampe traditionnelle, ou le soleil, la lumière qui est émise est de la lumière blanche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la somme de toutes les couleurs du spectre visible. Et donc, ce qu'on appelle la largeur spectrale, c'est-à-dire la largeur de la lumière émise, est de 400 nanomètres. Le spectre visible, c'est 400 nanomètres. Donc, du bout du spectre jusqu'à ici, on a 400 nanomètres. Et donc, c'est la largeur d'une lampe traditionnelle. Alors, on a une source de lumière qui est traditionnelle, qui n'émet pas de la lumière cohérente et qui a une largeur spectrale un peu plus faible, c'est les diodes, les LED. Si vous prenez une LED rouge, quand vous regardez une LED rouge, vous avez l'impression que vraiment c'est rouge, quoi. Ou si vous prenez une bleue, vous avez l'impression que la pureté de cette LED est très bonne. En fait, elle ne l'est pas tant que ça. Comme vous le voyez ici, pour une LED rouge, la largeur, l'ensemble des couleurs couvertes par la LED, émises par la LED, fait encore 40 nanomètres de large, donc c'est 10 fois plus faible qu'une ampoule traditionnelle, mais c'est encore très large. Maintenant, prenons un laser, je prends un laser un peu au hasard, qui est le laser hélium-néon, qui est un des plus anciens qui existe. Eh bien, cette largeur spectrale, la pureté de la couleur qui est émise, elle est de 1 millionième de nanomètre. Donc elle est infiniment plus pure que ce qui peut être émis par une source de lumière traditionnelle. Et ça, c'est important, ça permet des applications très importantes parce que ça permet effectivement d'aller chercher une information liée à une couleur bien spécifique. Ça, c'est le domaine de la spectroscopie. Alors, c'est quoi la spectroscopie ? Revenons de nouveau au soleil. Vous savez que la lumière du soleil, si vous la faites passer dans un prisme, vous la décomposez dans toutes les couleurs du spectre, depuis le violet jusqu'au rouge. Mais si vous regardez très précisément ce spectre, voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez donc la déclinaison de tout le spectre, depuis donc, le violet jusqu'au rouge ici. Mais en fait, vous avez un peu partout des barres noires, des traits noirs, qui correspondent en fait aux zones où la lumière a été absorbée par les composants, par la matière qui se trouve sur le trajet de la lumière entre le Soleil et nous, sur Terre, qui recueillons cette lumière. Donc, ces traits noirs, ces raies noires, en fait, constituent des signatures de cette matière. Par exemple, je prends un atome au hasard, le mercure, qui est celui avec lequel on s'éclaire dans les rues, enfin, c'est les lampadaires blancs, en fait, c'est du mercure. Voilà, eh bien, le spectre du mercure, ce qu'on appelle le spectre du mercure, c'est-à-dire l'ensemble des raies qui apparaissent dans un spectre donc du bleu jusqu'au rouge pour le mercure, il est donné ici. Et ça, c'est une signature du mercure. Ça veut dire qu'en fait, si on retrouve ces raies dans un spectre, par exemple dans ce que je vous ai montré juste avant provenant du Soleil, eh bien, ça veut dire qu'entre la source de lumière et nous, il y a du mercure quelque part. Donc ça veut dire qu'en utilisant simplement, en regardant la lumière qui est émise ou qui est réfléchie par un corps, on peut connaître sa composition. Et l'avantage du laser, c'est que comme il est très très fin, on peut identifier ces raies de façon beaucoup plus fine. Vous voyez, par exemple, si on utilisait une LED, ces deux raies-là, qui sont très proches l'une de l'autre, eh bien, vous vous souvenez que ça faisait à peu près 40 nanos de large. Donc, si vous mettez 40 nanos ici, eh bien, vous voyez que les deux raies, on ne va pas les voir, elles vont se confondre. Par contre, avec un laser qui a donc une capacité à émettre une lumière beaucoup plus pure et beaucoup plus fine, eh bien, on détectera effectivement ces deux raies. Donc le laser nous permet de faire de la spectroscopie, ce qu'on appelle la spectroscopie à haute résolution, ce qui nous permet de mieux séparer les raies, et donc du coup de mieux les identifier, de mieux savoir à quel type de matériaux, quel type d'éléments ils correspondent, et puis du coup de détecter des traces, c'est-à-dire des quantités beaucoup plus faibles dans l'atmosphère ou dans l'échantillon qu'on est en train d'analyser. Alors ça a plein d'applications, y compris qui ont un impact donc, sur notre quotidien. Par exemple, là je vous montre, alors, je ne vais pas montrer toutes les applications possibles et imaginables, il y en a vraiment énormément. Là je vous montre un détecteur professionnel, ça vous ne trouverez pas dans une surface de bricolage. C'est un détecteur donc, qui est muni d'un laser, donc on envoie un laser dans l'air, on regarde ce qui revient et on analyse les raies. Et on peut détecter, donc là c'est 5 gaz toxiques, l'ammoniac,
l'ozone, le CO, le cyanure d'hydrogène et le dioxyde de soufre. On fait ça à beaucoup plus grande échelle avec les lidars. Donc, ce sont des lasers beaucoup plus puissants qui sont montés sur des camions en général, mais pas toujours. Ça peut être simplement fixe sur le toit d'un bâtiment, par exemple. On envoie ces faisceaux laser dans l'atmosphère et on regarde ce qui revient. Et on analyse les raies, donc les couleurs qui ont été absorbées par l'atmosphère, et on en déduit la composition de l'atmosphère. Alors évidemment, si on regarde la composition de l'oxygène ou de l'azote, ce n'est pas très intéressant. Évidemment, ce qu'on cherche à détecter en général, ce sont des polluants, voire ces microparticules dont on parle beaucoup, qui sont aussi des problèmes pour la santé. En général, ce genre de dispositif est même un peu plus perfectionné puisqu'on regarde en même temps le temps qu'a mis le faisceau laser pour revenir, ce qui permet de savoir à quelle altitude sont ces polluants ou à quelle altitude sont ces microparticules. La spectroscopie permet d'analyser plein de choses. Alors, bon, j'ai mis quelques exemples. Je vous ai parlé un peu dans l'introduction d'art, par exemple. Ici, on analyse la nature des verres qui sont utilisés pour des vitraux, à la Sainte-Chapelle en l'occurrence. On peut analyser des pigments et par exemple repérer ainsi des contrefaçons d'œuvres ou tout simplement reconstituer l'histoire d'une œuvre d'art. Et puis on trouve aussi des lasers aujourd'hui sur Mars. Les dernières missions qui ont été envoyées, les derniers robots qui ont été envoyés là-bas sont tous munis de lasers qui permettent d'analyser, donc pour Curiosity, là, le dernier, pour analyser même la nature des roches avec un laser et bien sûr la nature de l'atmosphère également. Et la spectroscopie, c'est un petit peu aussi le principe sur lequel s'appuie la médecine. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les applications médicales des lasers, elles sont beaucoup trop nombreuses, en fait, ça mériterait une conférence complète, mais je vais vous expliquer un petit peu le principe de ces applications, comment on fait. En fait, on va réduire le corps humain à trois composants essentiels, trois composants principaux, qui sont l'eau. Vous savez que le corps humain est constitué à 90%, je crois, d'eau. Et on va regarder comment ce constituant, l'eau, absorbe la lumière. Alors, ce que j'ai dessiné ici, c'est un graphique. Ici en bas, on a la longueur d'onde, donc le visible va de 0,4 ici à 0,8, c'est-à-dire à 1 à peu près ici. L'eau dans le visible est transparente, c'est-à-dire qu'elle n'absorbe pas du tout la lumière, mais ça on le sait, l'eau est transparente dans le visible. Par contre, dans l'infrarouge, ici, et dans l'UV, ici, elle absorbe la lumière. Alors, un deuxième constituant important du corps humain, c'est le sang, l'hémoglobine. Et puis, l'hémoglobine, pardon, qui est dessiné en rouge, là. On voit que l'hémoglobine absorbe beaucoup plus dans le visible. Et puis, le troisième constituant, c'est la mélanine, qui constitue en fait les pigments de la peau ou la base des poils, qui a encore une courbe d'absorption différente, que j'ai dessinée ici. Alors, maintenant, on va s'intéresser à une pathologie et se demander comment on va faire pour la traiter. Première pathologie dont je vais parler, c'est l'angiome-plan, ce qu'on appelle la tache de vin communément. C'est quoi? C'est une malformation de faisceaux sanguins juste sous la surface de la peau. Alors pour les enlever, c'est pas compliqué. Il faut coaguler le sang dans ces taches. Et ensuite, la nature fait le reste, le corps fait le reste, et le sang en question est éliminé. Le problème, évidemment, c'est qu'on veut coaguler, donc chauffer le sang qui se trouve sous la peau, mais on ne veut pas chauffer la peau non plus. On ne veut pas remplacer la tache de vin par une grosse brûlure, ce serait pas vraiment réussi. Alors comment on fait ça? Eh bien, on regarde notre spectre et on se dit, on va utiliser un laser qui va être absorbé, c'est-à-dire qui va chauffer le sang, mais qui va être pas trop absorbé par la peau, qui va être moins absorbé par la peau, et donc en dosant la puissance du laser, on va pouvoir chauffer le sang et donc le coaguler, et garder la peau en bon état, c'est-à-dire juste la chauffer un petit peu, mais pas la brûler. Donc, sur ce spectre-là, il y a deux zones qui répondent à ça. Ce sont les zones que j'entoure ici, qui sont ici. Là, on voit très bien, effectivement, que la courbe rouge est supérieure à l'autre courbe, c'est-à-dire que le sang va absorber plus la lumière à cet endroit-là que la peau. Et donc, effectivement, on traite avec un laser qui est situé dans une de ces deux zones. C'est un des traitements, c'est une des applications médicales, d'ailleurs, les plus anciennes du laser. Je vais prendre un autre exemple, qui est la kératoplastie, donc le fait qu'on veuille enlever, qu'on veut éplucher en quelque sorte la cornée pour corriger un défaut visuel. On procède par ce qu'on appelle de la photoablation, c'est-à-dire qu'on transforme littéralement la surface de la cornée en gaz. On la vaporise littéralement. Simplement, il faut faire attention parce que l'action doit rester très superficielle. Corriger une dioptrie, par exemple, pour un myope, ça correspond à enlever 10 microns, c'est-à-dire 1 centième de millimètre.
Donc évidemment, il ne faut pas que vous veniez avec un gros laser et que vous enleviez d'un seul coup 0,1 mm ou 1 mm, vous allez faire beaucoup plus de dégâts, enfin vous allez faire des dégâts et non pas corriger la vue que vous vouliez faire. Donc il nous faut finalement un laser qui va être très fortement absorbé par la cornée, et donc qui ne va pas pénétrer profondément à l'intérieur de la cornée. Alors la cornée, c'est essentiellement de l'eau. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un laser qui va avoir une longueur d'onde telle que c'est l'eau qui absorbe, donc soit dans l'infrarouge, comme on voit ici, soit dans l'UV, c'est-à-dire l'endroit où vraiment l'eau a un coefficient d'absorption très important. Et on utilise effectivement des lasers qui se trouvent dans l'UV à 193 nanomètres et qui font très très bien ces opérations qui sont maintenant devenues assez anodines. Je vais finir sur un troisième exemple, qui est l'épilation laser, qui est quelque chose qui est devenu très à la mode ces derniers temps. Le but du jeu, c'est de détruire littéralement la base des poils, en ciblant donc la mélanine qui se trouve à la base des poils. Donc on veut détruire la mélanine, évidemment on ne veut pas brûler la peau, ce n'est pas le but. Donc là encore, il nous faut un laser qui va agir sur la mélanine sans agir sur le reste. Bon, l'endroit est trouvé, on a une zone ici où la mélanine absorbe beaucoup plus que tous les autres composants du corps, que l'eau et que le sang. Et donc on choisit effectivement un laser qui se situe ici et qui permet donc d'épiler de façon définitive ces poils. Alors, encore une fois, des applications en médecine, il y en a plein. Je vais pas aller plus loin. En fait, le plus difficile en général en médecine, c'est pas tellement de savoir ce qu'on va faire du laser, c'est de savoir comment on va le faire. D'abord, les applications que je vous ai montrées, vous avez remarqué, elles sont toutes à l'extérieur du corps, sur la peau, les yeux. Si on veut opérer à l'intérieur, il faut rentrer à l'intérieur du corps humain. On peut le faire, c'est facile par endoscopie de faire avancer un faisceau laser à l'intérieur du corps par une toute petite incision. Ce qu'il faut du coup, c'est développer des outils adaptés. J'en ai mis quelques-uns, j'ai mis quelques exemples ici. Donc finalement, ce qui va être compliqué, c'est effectivement de créer, de développer l'outil qui va permettre de faire ce qu'on veut. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur place, ça va être de cibler ce qu'on veut cibler. Imaginez que vous vouliez enlever une tumeur cancéreuse, il faut évidemment détruire les cellules qui sont atteintes et pas les cellules en bonne santé qui sont à côté. Donc tout le problème est là, mais les progrès dans le domaine continuent à avancer et il y a des résultats qui paraissent vraiment tous les ans dans ce domaine. Je vais maintenant aborder une dernière propriété du laser que vous connaissez bien aussi, qui est la puissance du laser. Alors vous savez qu'un laser est puissant, mais vous ne vous rendez peut-être pas très bien compte à quel point il est puissant. J'ai mis un exemple là qui est le pointeur laser. Je pense que vous avez tous vu un petit pointeur laser. Donc les pointeurs font 1 milliwatt. On a un faisceau qui n'a vraiment pas l'air d'être puissant comme ça. Je pense au pointeur rouge, par exemple. Et pourtant, quand vous faites un petit calcul qui n'est pas très compliqué à faire, que j'ai reproduit ici, vous vous rendez compte que dans la zone éclairée par le pointeur laser, donc le spot vraiment créé par le pointeur laser, eh bien, la densité de lumière, la quantité de lumière, la quantité d'énergie qui est là, on ne pourrait l'atteindre avec une ampoule traditionnelle que si on utilisait une ampoule au tungstène de 30 000 watts, ce qui est, donc je vous rappelle, les ampoules traditionnelles, c'est aux alentours de 40-60 watts, donc 30 000 watts, c'est vraiment énorme. Donc ce petit laser de 1 milliwatt a une puissance lumineuse aussi importante qu'une ampoule de 30 000 watts électriques. Donc ça explique aussi pourquoi le laser est réputé dangereux pour l'œil, parce qu'effectivement on a des puissances lumineuses qui sont très très importantes. Vous savez qu'on ne peut pas regarder par exemple le soleil de face, ça abîme effectivement l'œil, et bien pour un laser on en est à peu près à ces niveaux-là. Alors on a donc une source de lumière extrêmement puissante qui est donc capable, en particulier, de chauffer. La puissance lumineuse, ce qu'on associe à la puissance lumineuse, souvent, c'est effectivement la chaleur. Et donc, à partir du moment où on peut chauffer, on peut faire plein de choses. Il y a des applications dans le domaine, par exemple, de la brûlure. Alors, je vous ai parlé déjà des armes tout à l'heure. On peut fondre ce qu'on est en train de viser avec le laser, et ça permet de souder, ça permet de braser, ça permet aussi de transformer le matériau, de créer des réactions chimiques. Et puis on peut vaporiser, c'est-à-dire transformer directement le matériau en gaz et non pas en liquide. Et ça, on va l'utiliser pour faire du marquage, de la gravure, pour découper le matériau, et on l'utilise même pour nettoyer certains matériaux.
Alors, je vais pas passer en revue toutes ces possibilités, d'abord parce que dans le monde industriel, les choses sont souvent très très techniques et donc ce ne serait pas très intéressant. Je vais quand même parler de une ou deux applications importantes. Par exemple, en matière de soudage, aujourd'hui, le bas du fuselage de la 380 est soudé et non plus assemblé avec des rivets. D'abord, ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On gagne un facteur 80 en fait, précisément sur le temps d'assemblage de ces éléments. Et puis surtout, on accroît la sécurité. Les rivets, par exemple, peuvent rouiller. Une soudure ne peut pas rouiller. Voilà, il y a d'autres intérêts à ça. Voilà, donc on soude, et on soude parfois des choses très très grosses. Je vais vous parler également maintenant donc, de la transformation de matériaux, et ça c'est le recuit du silicium, c'est une transformation, c'est une application qui est extrêmement importante. Ça consiste en quoi? Eh bien, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, donc essentiellement en fait les écrans LCD, les écrans OLED, les cellules photoélectriques, les cellules photovoltaïques, où on doit réaliser des circuits électroniques extrêmement complexes. Avec un semi-conducteur qu'on appelle le silicium. Or, le silicium a des propriétés très différentes selon qu'il est sous forme amorphe ou sous forme cristalline. Et pour transformer le silicium de la forme amorphe, donc, qui est celle que l'on trouve initialement en la forme cristalline, pour laquelle il a des propriétés électriques nettement meilleures et qui s'accordent beaucoup plus à ce dont on a besoin, il faut le chauffer, et il faut le chauffer à 1400 degrés. Alors, vous imaginez, vous faites votre dalle d'écran LCD, par exemple, et puis vous voulez maintenant transformer le silicium amorphe que vous avez utilisé pour faire cette dalle en silicium polycristallin. Vous devez mettre cette dalle au four, chauffée à 1400 degrés. Simplement, cette dalle, elle est aussi constituée de verre, et le verre à 1400 degrés, il fond. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser de verre, vous devez utiliser du quartz. Et le quartz coûte beaucoup, beaucoup plus cher que le verre. Et donc, vous avez un produit qui, au final, revient beaucoup plus cher. La solution, c'est d'utiliser un laser. En fait, un laser, en l'utilisant correctement et en focalisant au bon endroit, vous pouvez, encore une fois, chauffer un endroit sans que les surfaces intermédiaires ne chauffent. Et en particulier, sans que le verre ne chauffe. Et donc, vous pouvez, de cette façon, réaliser tous ces produits à un coût beaucoup plus faible que si on devait effectivement utiliser du quartz et un four traditionnel. Et donc le laser est devenu vraiment quelque chose d'incontournable pour tout ce qui est dans ce qu'on appelle en fait les films minces, les écrans. Alors vous avez peut-être déjà vu cet acronyme TFT. Donc en gros, tous les écrans modernes, que ce soit les LCD ou les OLED. Troisième application, c'est tout ce qui est marquage et gravure. Alors là, c'est pareil, je ne veux pas être exhaustif. En fait, à peu près tous les gravages, tous les marquages, toutes les gravures que vous pouvez voir aujourd'hui et qui sont monochromes, qui sont d'une seule couleur, sont faites au laser. Donc par exemple, devant votre ordinateur, là vous avez peut-être un clavier, eh bien, les lettres et les chiffres sur le clavier ont été gravés au laser. Les dates de péremption sur les boîtes sont gravées au laser. Sur les lunettes, il y a les références qui sont gravées à l'échelle du micron, c'est fait au laser. Voilà, on met énormément de marquage sur les produits pour éviter la contrefaçon. Tout ça, c'est fait au laser. Même dans l'alimentaire, par exemple, les dessins que vous trouvez sur les fromages, vous savez, les dessins noirs qu'on trouve sur les croûtes des fromages, eh bien ça, c'est fait au laser. Donc le laser, en matière de marquage, est devenu incontournable. Il n'y a pratiquement plus que ça qui est utilisé aujourd'hui. Et enfin, la dernière application, c'est la découpe. Alors là aussi, je ne vais pas en dire grand-chose. En fait, on peut découper à peu près tout ce qu'on veut avec un laser. Bon, il y a des choses qui sont plus difficiles à découper que d'autres, comme le verre, puisque le verre c'est transparent, donc le laser traverse, et donc du coup on ne le chauffe pas. Mais on découpe le bois, on découpe l'acier, on découpe l'inox, les métaux, l'aluminium, le cuivre, le plastique, le papier se découpe très très bien au laser, les céramiques, et puis bon, bien sûr le silicium. Alors, quelques applications, par exemple les boules de pétanque aujourd'hui sont découpées et soudées ensuite au laser. Les costumes qui sont faits sur mesure souvent sont découpés au laser. Les cavités dans lesquelles on met les airbags dans les voitures sont découpées au laser. Bon, je pourrais continuer à l'infini, on les trouve quasiment dans tous les domaines. Dans l'aéronautique, dans l'automobile, c'est certainement là où ils sont le plus utilisés, mais on les trouve dans l'horlogerie, donc dans les produits qui nécessitent beaucoup de précision, et aussi dans les systèmes qui sont à des beaucoup plus grandes échelles, comme l'aéronautique, par exemple. Voilà, alors
J'ai voulu, pour finir, prendre un exemple très concret, qui est le smartphone. Où le laser intervient-il dans la fabrication du smartphone? Eh bien, partout. En fait, en gros, tous les éléments du smartphone, d'une façon ou d'une autre, ont été soit façonnés, soit découpés, soit soudés par un laser. Par exemple, les circuits électroniques du smartphone. Alors, le smartphone, c'est un concentré de technologie quand même, avec des circuits électroniques extrêmement denses, des composants très petits, très serrés, en plusieurs couches. Le laser, c'est le laser qui dessine les circuits haute densité, ces circuits électroniques, et c'est aussi lui qui perce les cartes pour les assembler ensuite, pour assembler les différentes cartes ensuite. Le verre de protection, il est découpé aussi au laser. Le silicium de l'écran, je vous l'ai dit, l'écran donc est recuit avec un laser. Dans les écrans AMOLED, on a un processus de soudure un peu particulier qui ne peut être fait quasiment qu'avec un laser. L'écran tactile, où on a également des circuits électroniques un petit peu sophistiqués, sont faits également au laser. Et puis le marquage, par exemple, le petit dessin qui est ici, ça s'est fait au laser aussi. Voilà, donc dans le smartphone, pratiquement à toutes les étapes, on utilise un laser. Voilà, alors je pense que, j'espère en tout cas que je vous ai convaincu que le laser est vraiment quelque chose qui est incontournable, avec un impact gigantesque sur notre vie quotidienne, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Le laser, je vous ai dit, il s'en vend pratiquement 1 milliard par an. Ce milliard de lasers, à 99,99%, c'est des lasers aspiconducteurs qui sont minuscules. Donc vous en avez un là, ça c'est un laser en fait. Mais bien sûr, à l'autre échelle, et là on n'est pas dans les applications du quotidien, on trouve des lasers beaucoup plus gigantesques. Et là je vous ai mis l'exemple du laser mégajoule qui se trouve à Bordeaux, qui est un laser qui est mis en place pour essayer de réaliser la fusion nucléaire, qui sera peut-être une source d'énergie demain. Et pour vous rendre compte un petit peu de la taille du laser, enfin là vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait il y a un petit bonhomme ici, qui vous donne une idée de l'échelle. Donc quelque chose de vraiment gigantesque, ça occupe un bâtiment complet qui est équivalent à 7 ou 8 étages et donc qui est vraiment très très grand. Alors voilà, je n'ai pas fait un tour d'horizon de toutes les applications. Des applications des lasers, il y en a plein, il y en a des centaines, des milliers. Je voulais juste vous montrer un petit aperçu et voilà, j'espère que j'ai réussi et que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel pour ta conférence et effectivement on a vu des tonnes et des tonnes d'applications. Je suis sûr que chacun a pu apprendre énormément par rapport à ces applications et comprendre un peu le fonctionnement. Peut-être quelques petites questions, même si effectivement tu as évoqué énormément de choses. On a parlé du laser, de sa directivité, de sa puissance, de la pureté de sa lumière. Mais comment cela se fait-il que peut-être le laser s'atténue à un certain moment ? Le laser, effectivement, c'est comme toute lumière, il est absorbé par la matière. Et à la surface de la Terre, on a de la matière partout. Bon, l'air, c'est évidemment de la matière. Donc effectivement, normalement, un faisceau laser qui ne serait pas atténué du tout, vous ne le verriez pas du tout. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les photons vont tous exactement dans la même direction. Et donc, quand vous regardez un faisceau laser de côté, vous ne le voyez pas passer. Vous voyez uniquement son impact sur un mur ou sur l'objet que vous visez. En pratique, quand vous mettez dans le noir complet, vous voyez toujours un petit peu de lumière qui est diffusée, donc qui vient dans votre direction. Ça veut dire que quelques photons sont détournés de leur direction initiale. Par quoi ? Par tout ce qui traîne. Donc là, je parlais de l'air, tout ce qui traîne dans l'air, par exemple la poussière. Enfin, il y a effectivement plein de choses qui diffusent la lumière dans l'air et qui va donc effectivement détourner une partie de la lumière et donc finalement atténuer le faisceau au final. D'accord, merci. Ça répond finalement à ma deuxième question. Et c'est vrai que ça fausse certains films, effectivement, où on voit le faisceau laser tellement si facilement. Une autre petite question. On a parlé de la détection pour le laser. Alors forcément, quand on parle détection, enquête, etc., on peut penser à tout ce qui est police scientifique. Le laser a des applications dans la police scientifique ? Oui, le laser est très largement utilisé dans la police scientifique. Il y a plein d'applications possibles. Vous savez que en police scientifique, un point crucial, c'est l'analyse.
l'analyse d'échantillons qu'on voit traîner par exemple sur une scène de crime. Et ça, grâce à la spectroscopie, alors j'en ai pas parlé, ce que je vous ai montré en fait sur Mars, c'est ce qu'on appelle un système qui fonctionne sur le principe de l'ellipse, c'est-à-dire la spectroscopie induite par laser qui... En fait, le laser fait deux choses dans l'histoire. Il a tout d'abord une puissance telle qui vient vaporiser, créer un impact sur le matériau qu'on vise. Il vient donc vaporiser ce matériau se transforme en gaz. Du coup, la lumière qui le traverse et qui revient nous donne des informations sur le contenu de ce gaz. Et grâce à cet instrument qui ressemble à un petit pistolet finalement, et qui réunit un ordinateur, on analyse le contenu de ce gaz. Et donc on peut en quelques secondes connaître l'ensemble des atomes qui constituent un matériau, quel qu'il soit. Donc ça permet, on le voit assez souvent dans les séries télévisées, ça permet de connaître l'ensemble des atomes qui constituent un échantillon. Alors après, remonter à ce qu'est effectivement l'échantillon, c'est-à-dire savoir comment les atomes sont assemblés en molécules, ça c'est pas toujours évident, c'est tout justement le travail des experts, mais bon, en général, on s'attend quand même on s'attend à ce qu'on cherche, on s'attend à ce qu'on va trouver, et donc on peut le remonter assez facilement. Alors par contre, la première chose, c'est que ces échantillons, il faut les trouver, et ça c'est pas évident du tout. Quand vous êtes sur une scène de crime, si vous voulez ne serait-ce que trouver des empreintes digitales, par exemple, eh bien, vous devez chercher quelque part. Alors, vous connaissez l'ancien système, on met un peu de poudre noire sur l'endroit où on soupçonne qu'il y a une empreinte digitale, et s'il y en a une, effectivement, on la voit apparaître. La poudre vient s'accrocher aux parties grasses, plus grasses de l'empreinte, et elle ne reste pas accrochée à l'endroit où c'est pas gras, et donc on voit se dessiner l'empreinte. Le problème avec ce genre de technique, c'est qu'il faut déjà savoir où chercher. Et si vous êtes sur une scène de crime relativement vaste, par exemple une pièce complète, et que vous ne savez pas où chercher, vous ne pouvez pas imaginer mettre cette poudre en question sur l'ensemble du mur. Enfin si, on peut l'imaginer, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps et ça va représenter beaucoup de travail. Et donc l'idéal, ce serait d'avoir un peu une méthode qui permette effectivement de savoir où chercher. Et ça, le laser permet de le faire. Alors c'est la seule application des lasers où on utilise le laser comme source de lumière. En fait, le laser, ce n'est pas une très bonne source de lumière, puisque c'est très directif, ça éclaire pas beaucoup. Par contre, ça éclaire très puissamment sur une zone donnée, et surtout à une longueur d'onde bien précise, à une longueur d'onde très très pure. Et donc, en plus de la puissance, on a ce qu'on appelle une densité spectrale de puissance très importante, c'est-à-dire qu'on a toute la puissance qui est juste sur une couleur. Et ça permet de venir viser et exciter, enfin, d'induire en quelque sorte des réactions chimiques, c'est même pas c'est en fait induire de la luminescence, induire de la fluorescence des particules organiques qui sont dispersées sur la scène de crime. Donc en clair, comment ça se passe ? Vous prenez un laser extrêmement puissant, vous mettez des lunettes parce que là pour le coup le laser est vraiment très très dangereux, vous éclairez la zone qui vous intéresse. Et comme vous avez choisi la longueur d'onde de façon telle à ce que les substances organiques fluorescent, c'est-à-dire renvoient de la lumière à une autre longueur d'onde, une autre couleur, eh bien, vous voyez apparaître naturellement, simplement en balayant avec votre faisceau, ce que vous cherchez. Après, il suffit soit de faire une photo, soit plus simplement de venir justement, par exemple, avec votre poudre noire ou bien avec votre pince pour prélever l'échantillon. L'idée, c'est qu'effectivement, vous avez une source de lumière qui vous permet de balayer très rapidement une très grande zone, et ça, c'est très pratique. Et en fait, vous le voyez aussi dans les séries... dans les séries du type Les Experts ou ce genre de choses, où on voit la police scientifique qui vient avec des sources de lumière, ce qu'on appelle les sources de lumière alternatives, qui vient détecter du sang ou ce genre de choses. Simplement, avec un laser, c'est infiniment plus efficace. On peut détecter des échantillons beaucoup plus petits et de façon beaucoup plus performante. Même une tache de sang qui a été nettoyée, récurée, vous la détecterez sans problème avec un laser de ce type. D'accord. Merci beaucoup pour tout cela. Ça nous laisse plein de sujets à aborder. Je vous invite d'ailleurs à le faire soit sur le forum du MOOC ou également sur Twitter via le hashtag #quidquam_laser.
Vous avez possibilité de revoir aussi cette vidéo très rapidement sur kesako.uniciel.fr. Et puis, on ne pourrait pas finir cette conférence sans vous parler du quiz vidéo laser, créé notamment par Daniel Hennequin, que vous retrouverez sur la rubrique Amusez-vous du site Kesako, où vous aurez l'occasion de tester toutes vos connaissances sous une forme un peu humoristique, à travers plusieurs séries de questions. Et puis, vous aurez l'occasion ainsi de voir si vous avez tout compris à la conférence. À bientôt sur Quidquam.